À 8h14, le 6 août 1945, le docteur Yoshio Nisha était assis dans son laboratoire à l'Institut Reichen de Tokyo, à environ 500 mètres d'Hiroshima. Il était le principal physicien nucléaire du Japon, l'homme qui avait étudié sous Niels Bohr à Copenhague et qui comprenait la théorie atomique aussi bien que n'importe qui sur Terre. Depuis 3 ans, il dirigeait le propre projet de bombe atomique du Japon nommé NIGO. Ce matin-là, comme chaque matin depuis 1942, il travaillait sur le problème apparemment impossible de l'enrichissement de l'uranium. Nisha avait effectué les calculs des centaines de fois. Pour fabriquer une bombe atomique, il fallait environ 50 kilos d'uranium, 235, mais l'uranium-235 ne représentait que 7% de l'uranium naturel. Le reste était de l'uranium-238 inutile. Séparer ces isotopes presque identiques nécessitait une technologie qui semblait hors de portée. La méthode de diffusion thermique que son équipe avait développée ne pouvait traiter que de petites quantités. Ils avaient réussi à produire des grammes. Ils en avaient besoin de kilogrammes. À leur rythme actuel, cela prendrait des décennies. C'est pourquoi Nisha avait répété à l'armée impériale japonaise que bien qu'une bombe atomique soit théoriquement possible, aucun pays ne pourrait en construire une pendant la guerre. L'infrastructure industrielle nécessaire était tout simplement trop massive. Les Américains, calculaient-ils, feraient face aux mêmes barrières impossibles. Ils avaient peut-être plus de ressources, mais la physique ne se souciait pas des ressources. L'uranium-235 ne se séparerait pas plus vite en Amérique qu'au Japon. Il avait eu tort de manière catastrophique. À ce moment précis, à 500 mètres, l'Enola Gay approchait d'Hiroshima à 31 000 pieds. Dans son compartiment se trouvait Little Boy, un dispositif de fission de type fusil à uranium-235. À l'intérieur de cette arme, il y avait 64 kg d'uranium-235, enrichi à 80% de pureté. Cela représentait plus d'uranium-235 traité que Nisha ne pensait possible d'exister sur Terre en 1945. Les Américains avaient résolu le problème que Nisha pensait insoluble. À Oak Ridge, Tennessee, une installation qui n'existait officiellement pas. Ils avaient construit une usine de séparation électromagnétique appelée Igoro 12, couvrant 825 acres. À l'intérieur, il y avait 1152 énormes calatrons, des séparateurs électromagnétiques, utilisant le principe de la spectrométrie de masse à une échelle industrielle. Chaque calatron nécessitait des aimants énormes. Les Américains avaient emprunté 14 700 tonnes d'argent au Trésor des États-Unis pour enrouler les bobines électromagnétiques, car le cuivre était nécessaire ailleurs pour l'effort de guerre. Oak Ridge employait 75 000 travailleurs. La plupart ne savaient pas ce qu'ils construisaient. Toute la ville avait été construite en secret en 1943, pendant que Nisha luttait avec des équipements de laboratoire à Tokyo. Les Américains avaient construit une métropole entière dédiée à l'enrichissement de l'uranium. Mais Oak Ridge n'était pas seul. À Hanford, Washington, une autre ville secrète avec 50 000 travailleurs des réacteurs massifs de production de plutonium était en fonctionnement. Les Américains avaient en poursuivi plusieurs voies simultanément pariant sur l'efficacité industrielle d'une manière incompréhensible pour le programme japonais. Nisha ne savait rien de tout cela. Aucun autre scientifique japonais non plus. Il s'était convaincu que la puissance industrielle américaine ne comptait pas car la physique était trop difficile. À 8h15 et 17 secondes, Little Boy a explosé à 1968 pieds au-dessus d'Hiroshima. La boule de feu a atteint 18 millions de degrés Fahrenheit en un millionième de seconde. L'onde de choc s'est propagée à 980 mètres au Mapuches. En la première seconde, 80 000 personnes sont mortes instantanément. Le nuage de champignons est monté à 40 000 pieds
en quelques minutes. À Tokyo, Nisha ne savait rien encore. Les systèmes de communication au Japon étaient primitifs en août 1945. Les campagnes de bombardements incendiaires dévastatrices avaient déjà détruit la majeure partie de Tokyo. Son laboratoire avait survécu, mais l'information circulait lentement. Les premiers rapports étaient confus. À 8h16, la station de radio d'Hiroshima s'est éteinte en plein milieu de la diffusion. Les communications militaires de la ville se sont simplement arrêtées. Les premiers rapports suggéraient une raid massif de bombardements conventionnels, mais quelque chose semblait étrange. Il n'y avait eu que 3 avions. Les raids B-21 impliquaient normalement des centaines de bombardiers. 3 avions ne pouvaient pas porter assez de bombes conventionnelles pour détruire une ville. À midi, des rapports fragmentaires sont parvenus à Tokyo. Les survivants ont décrit une seule explosion énorme, un éclair plus lumineux que le soleil, un nuage géant montant dans la stratosphère. Des bâtiments en béton armé avaient été vaporisés à zéro. Les gens avaient été réduits à des ombres brûlées dans les murs de pierre. Nisha entendait ces rapports avec une horreur croissante. Il comprit immédiatement ce que d'autres ne comprenaient pas. Les descriptions correspondaient aux prévisions théoriques pour une explosion atomique, mais son esprit résistait à la conclusion. C'était impossible. Les Américains ne pouvaient pas avoir construit une bombe. Ses calculs le prouvaient. À 14h, l'armée impériale japonaise avait dépêché des équipes d'enquête comprenant plusieurs collègues de Nisha de l'Institut Reichen. Ils portèrent des compteurs Geiger et des équipements de détection de radiation. Si cela avait été une bombe atomique, les signatures de radiation seraient indiscutables. Pendant ce temps, au palais impérial lourdement endommagé, l'empereur Hirohito recevait les mêmes rapports fragmentaires. Le haut commandement impérial était confus. Certains généraux insistaient sur le fait qu'il s'agissait de propagande, que Hiroshima avait été détruite par des moyens conventionnels et que les Américains mentiraient à propos d'une super-arme. D'autres n'étaient pas sûrs. Ils se sont tournés vers leurs scientifiques pour obtenir des réponses. Nisha fut convoqué. Tandis qu'il traversait les rues bombardées de Tokyo en direction du centre de commandement militaire, son esprit faisait défiler les calculs. La libération d'énergie décrite dans les rapports suggérait un rendement d'au moins 15 kilotonnes de TNT, ce qui correspondait parfaitement aux prévisions théoriques pour une bombe à uranium. Mais l'uranium nécessitait un processus d'enrichissement. Cela aurait dû être impossible à accomplir pendant la guerre. Au centre de commandement, les officiers militaires l'ont bombardé de questions. S'agissait-il d'une bombe atomique? Les Américains avaient-ils réellement construit une telle arme? Combien n'en avaient-ils Nisha formé en tant que scientifique à suivre les preuves, plutôt que les pensées wishful leur donna une réponse qu'ils ne voulaient pas entendre. D'après les descriptions, oui, cela semblait être une explosion atomique. La température de l'éclair, le rayon de l'explosion, la formation du nuage de champignons, tout correspondait aux prévisions théoriques avec une précision horrifiante. Mais ensuite, il fit sa deuxième erreur catastrophique. Il leur dit que si les Américains avaient réussi à construire une bombe atomique, cela aurait dû consommer toutes leurs réserves d'uranium enrichi. Construire une deuxième bombe prendrait des mois, voire des années. Le Japon avait le temps de négocier les termes de la reddition. Il se trompait encore. Les Américains avaient déjà une deuxième bombe prête. Fat Man, un dispositif à implosion à plutonium, était en préparation sur l'île de Tinian au même moment. Le 7 août, l'équipe d'enquête de Nisha arriva à Hiroshima. Ce qu'ils trouvèrent défia la compréhension. Le docteur Tunis Saburo, Asada, l'un des protégés de Nisha,
marchait à travers les ruines avec son compteur, Geiger cliquetant frénétiquement. Les lectures de radiation étaient incontestables. Il s'agissait d'une explosion atomique, mais l'échelle de la destruction allait au-delà de leurs prédictions théoriques. Leurs modèles n'avaient pas entièrement pris en compte les effets de la radiation thermique, les incendies, l'empoisonnement par radiation, qui tuaient déjà des milliers de survivants. Asada récolta des échantillons de sable et de métal fusionnés. Lorsqu'il est chauffé à des températures extrêmes d'une explosion atomique, le sable ordinaire fond en verre. Il trouva du verre verdâtre partout près de l'épicentre. Il calcula que la température requise pour créer ce verre dépassait les 3000 degrés C. Cela confirma la fission atomique. Mais la preuve la plus accablante vint de l'analyse spectroscopique. En examinant la radiation résiduelle et les isotopes présents dans les débris, Asada put déterminer quel type de bombe avait été utilisé. C'était de l'uranium-235, comme Nisha l'avait prédit. Les Américains avaient résolu le problème de l'enrichissement. Lorsque le rapport d'Asada arriva à Tokyo le 8 Odolat, Nisha comprit enfin l'ampleur de leur erreur de calcul. Les Américains n'avaient pas simplement construit une bombe par une chance inouïe. Ils avaient industrialisé le processus. La quantité d'uranium-235 enrichi nécessaire pour Little Boy représentait un niveau de capacité industrielle que l'équipe de Nisha ne pourrait pas égaler en une décennie. Il s'assit dans son laboratoire ce soir-là, entouré de ses colonnes de diffusion thermique primitive, et fit les calculs. Si les Américains avaient enrichi 64 kg d'uranium, 235 à 80% de pureté, et s'ils l'avaient en fait en environ 2 ans, selon les estimations de renseignements sur le début des travaux d'enrichissement du projet Manhattan, alors ils devaient avoir construit des installations de séparation au moins 1000 fois plus grandes que le programme entier du Japon. 1000 fois. Le chiffre était stupéfiant. Cela signifiait qu'alors que Nisha se battait pour rassembler du matériel et quémander des ressources, les Américains avaient construit des installations industrielles à une échelle que le Japon, avec son économie de guerre appauvrie, ne pourrait jamais égaler. Mais pire encore, était l'implication concernant les futures bombes. Si les Américains avaient une telle capacité, ils n'avaient pas seulement une bombe, ils en avaient plus. Ils pouvaient les produire sur un calendrier régulier. Nisha calcula les taux de production en fonction de la taille des installations qu'il estimait maintenant. S'ils avaient la capacité de produire 64 kg d'uranium-235 de qualité militaire, ils pourraient potentiellement produire une autre bombe tous les quelques mois ou semaines. Le Japon n'avait aucune défense contre cela. Aucun système de défense aérienne ne pourrait arrêter un seul B-29 portant une seule bombe. Aucun esprit combatif ne pourrait résister à des armes qui vaporisaient des villes entières en quelques secondes. Le soir du 8 août, Nisha prépara son rapport pour le haut commandement impérial. Il écrivit avec la précision d'un scientifique, mais avec l'urgence d'un homme qui comprenait ce qui allait arriver. Les Américains avaient démontré des capacités bien au-delà des estimations japonaises. Ils ne possédaient pas seulement une bombe atomique, mais potentiellement un arsenal. Résister davantage était mathématiquement futile. Son rapport parvint au Conseil suprême pour la direction de la guerre, les six grands, qui contrôlaient le destin militaire et politique du Japon, le matin du 9 août. Ils se réunissaient pour discuter de la déclaration de guerre surprise de l'Union soviétique, survenue juste après minuit. La situation stratégique s'effondrait sous plusieurs angles. À 11h01, le 9 août, alors que le Conseil débattait, Fat Man explosa sur Nagasaki. Cette fois, Nisha n'avait pas besoin d'équipe d'enquête
ni d'échantillons de radiation. La deuxième bombe, en 3 jours, confirma son pire calcul. Les Américains avaient une capacité de production. Ils pouvaient détruire les villes japonaises une par une, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais il y avait quelque chose d'encore plus dévastateur dans le bombardement de Nagasaki pour Nisha personnellement. Fat Man n'était pas une bombe à uranium, c'était du plutonium. Les Américains avaient poursuivi plusieurs voies vers des armes à fission simultanément. Tandis que le programme de recherche unique du Japon luttait pour l'enrichissement de l'uranium, les Américains avaient construit à la fois des installations d'enrichissement de l'uranium et des réacteurs de production de plutonium. Ils avaient misé sur une efficacité industrielle écrasante. Nisha obtint l'analyse spectroscopique des débris de Nagasaki dans les jours suivants. Plutonium 239. Cela signifiait que les Américains avaient des réacteurs nucléaires en fonctionnement produisant du plutonium à partir de l'uranium 238. Les réacteurs de Hanford représentèrent encore une autre entreprise industrielle massive que Nisha n'avait pas cru possible pendant la guerre. L'échelle du projet Manhattan devint plus claire au cours des semaines suivantes, alors que le Japon se rendait et que l'occupation commençait. Nisha apprit que les Américains avaient dépensé 2 milliards de dollars pour le projet. 2 milliards de dollars en 1945, l'équivalent de près de 30 milliards de dollars dans la monnaie moderne. Ils avaient employé 130 000 travailleurs dans plusieurs sites secrets. Ils avaient impliqué des dizaines de lauréats du prix Nobel et des centaines des meilleurs physiciens du monde. Le programme NIGO du Japon n'employait pas plus de 100 personnes. Leur budget total n'aurait pas suffi à payer un mois des opérations du projet Manhattan. Les Américains avaient abordé la bombe atomique non pas comme un défi scientifique, mais comme un problème d'ingénierie à résoudre par l'application massive de ressources. Ils avaient construit des systèmes redondants, poursuivi des chemins de recherche parallèles et dépensé des sommes illimitées pour surmonter chaque obstacle. Lorsqu'une méthode d'enrichissement s'avérait trop lente, ils construisaient des installations pour plusieurs méthodes simultanément. Lorsque le cuivre devint rare, ils empruntèrent de l'argent au trésor pour enrouler les bobines électromagnétiques. Quand ils avaient besoin de plus de scientifiques, ils recrutèrent à travers le monde alliés. Le Japon avait abordé cela comme un problème purement scientifique, en supposant que les connaissances théoriques et la recherche minutieuse seraient suffisantes. Nisha avait supposé que la physique seule déterminait ce qui était possible, sans se rendre compte que la capacité industrielle américaine pouvait résoudre par la force brute des problèmes qui semblaient théoriquement impossibles. Il y avait une ironie amère dans tout cela. Nisha avait étudié sous Niels Bohr, l'un des pères fondateurs de la mécanique quantique. Il comprenait la théorie atomique aussi bien que Robert Oppenheimer ou Enrico Fermi. Les scientifiques japonais avaient en fait des contributions réelles à la physique nucléaire dans les années 1930. Hideki Yukawa. Un autre physicien japonais gagnerait le prix Nobel en 1949 pour ses travaux sur les maisons. Le fossé des connaissances n'avait pas été le problème. Le fossé industriel était insurmontable. Après la reddition, Nisha rencontra des scientifiques américains, arrivés dans le cadre des forces d'occupation. Ils visitèrent son laboratoire à l'Institut Reichen, examinant ses colonnes de diffusion thermique et son cyclotron primitif. Les Américains étaient respectueux, montrant la courtoisie professionnelle d'un collègue, mais Nisha pouvait voir de la pitié dans leurs yeux. Son programme entier était plus petit qu'un seul bâtiment à Oak Ridge. Un scientifique américain tentant d'être gentil
mentionna que l'approche de diffusion thermique de Nisha était théoriquement correcte. Les Américains avaient en fait utilisé la diffusion thermique comme l'une de leurs méthodes d'enrichissement, bien qu'ils aient principalement compté sur la séparation électromagnétique et la diffusion gazeuse. La science de Nisha était correcte. Ils n'avaient tout simplement pas les ressources nécessaires pour la mettre en œuvre à grande échelle. Mais cela n'était qu'une maigre consolation. En temps de guerre, une théorie correcte, sans capacité industrielle, ne signifie rien. Les Américains n'ont pas gagné la course à la bombe atomique grâce à une physique supérieure. Ils ont gagné grâce à une organisation industrielle supérieure, des ressources illimitées et une volonté pragmatique de poursuivre toute approche susceptible de fonctionner. Nisha passa les dernières années de sa vie, il mourut en 1951, à réfléchir à cette erreur de calcul. Il avait supposé que les scientifiques américains seraient confrontés aux mêmes contraintes que lui. Il avait projeté ses propres limites de ressources sur ses adversaires, supposant que la physique elle-même créait des barrières insurmontables. Il n'avait pas compris que l'économie industrielle américaine, même en menant une guerre sur 2 océans, disposait d'une capacité excédentaire qui dépassait la base industrielle entière du Japon d'avant-guerre. Les Américains pouvaient construire des villes secrètes dans le désert, employer 75 000 travailleurs dans une seule installation et dépenser des milliards pour une arme qui pourrait ne pas fonctionner, tout en produisant simultanément des milliers de navires, des dizaines de milliers d'avions et des millions de tonnes de munitions conventionnelles. La bombe atomique avait été un exploit scientifique, certes, mais plus encore, elle avait été une démonstration de la capacité industrielle tellement écrasante qu'elle ne pouvait être égalée par aucune autre nation sur Terre en 1945. Les scientifiques japonais avaient en sous-estimé cette capacité jusqu'au moment où Hiroshima disparut dans le feu atomique. À ce moment-là, l'erreur de calcul avait coûté des centaines de milliers de vies et avait assuré la reddition inconditionnelle du Japon. Dans ses derniers écrits, Nisha reconnut l'erreur. Il avait calculé ce qui était théoriquement difficile et supposé que c'était pratiquement impossible. Il n'avait pas imaginé que l'Amérique submergerait simplement les difficultés théoriques par une force industrielle brute. Cet échec d'imagination, plus que tout écart dans les connaissances scientifiques, avait défini le programme atomique du Japon et son échec inévitable. Le 6 août 1945, à 8h15, le docteur Yoshio Nisha apprit qu'en guerre moderne, la capacité industrielle compte plus que les connaissances théoriques. Les Américains n'avaient pas surpassé les scientifiques japonais par leur intelligence. Ils les avaient simplement surclassés, en construisant une capacité industrielle si grande que toute comparaison devenait sans objet. Et dans cette prise de conscience réside peut-être la leçon la plus importante de l'ère atomique. Dans la course aux armes ultimes, les ressources et l'organisation l'emportent sur l'élégance et la théorie à chaque fois.